Bonjour à vous et bienvenue dans le 177e épisode de votre podcast Le Buller, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Le Buller vous propose toutes les 2 semaines de retrouver en une vingtaine de minutes 7 albums de bande dessinée qui viennent de sortir en librairie et que je prendrai le soin de vous présenter. Une première partie où je vous parlerai de mon gros coup de cœur du moment et une seconde où je reviendrai sur 6 autres albums qui ont retenu mon attention et sur lesquels vous pouvez aussi vous précipiter. Au sommaire de ce nouvel épisode, je commencerai par vous parler en détail d'Yveline, premier tome sur 3 prévu de la série Les Vents Ovales, série qui nous replonge dans la France profonde de la fin des années 60 et que l'on doit au scénario conjoint de Jean-Louis Tripp et Aude Mermillot, au dessin d'Orne et qui est édité chez Dupuis dans la fameuse collection Air Libre. Dans l'ordre, la seconde partie sera consacrée aux 6 albums suivants, Pastorius Grunt, western intense que l'on doit à Marion Mousse ainsi qu'aux éditions d'Argo. Je parlerai ensuite de l'album consacré à la tenniswoman Marguerite Brokedis que l'on doit au scénario de Paul Carsenac, au dessin de Fabien Rontex et qui est publié chez Des Ronds dans l'eau. J'aborderai aussi la sortie de l'album Mou, album qui flirte entre le comique et l'érotique que l'on doit au talentueux Benoît Féroumont et que publient les éditions Dupuis. Ensuite, je vous parlerai de Bertille et Lassiter, album qui fait se mélanger 2 univers créés par Eric Stallner, un titre qu'édite la maison Grand Angle. Je vous présenterai aussi un voyage entre la Bretagne et l'Iran, baptisé Plouéran, un album vraiment passionnant, signé Isabelle Delréal et publié chez Delcourt dans la collection Ancrage. Enfin, je terminerai par la réédition dans un petit format poche, au milieu de 5 autres titres, de Paulina, le chef-d'œuvre de Bastien Vives, sorti chez Casterman, 6 albums qui, comme vous l'aurez compris, sont des titres de grande qualité que j'ai adoré découvrir. Voilà pour le sommaire de cet épisode copieux, un épisode que vous pouvez prolonger sur Instagram en découvrant en images ces différents titres, mais vous en découvrirez bien d'autres encore qui ne seront pas présentés ici. Sachez que si vous nous écoutez depuis Spotify, vous pouvez vous précipiter sur l'application pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi voter pour votre album préféré parmi les 7 présentés ici. Il me reste à vous souhaiter une très bonne écoute, de belles découvertes et je l'espère aussi de très bonnes futures lectures. C'est une plongée dans une époque, celle des années 1967-1968, et dans une culture, celle du rugby en terre montalbanaise, que je vous propose de découvrir aujourd'hui avec le premier tome sur 3 de la série Les Vents Ovales. À l'instar de ce qu'il avait fait en compagnie de Régis Loisel sur Magasin Général, on retrouve Jean-Louis Tripp au scénario en compagnie ici d'Aude Mermillot, un duo qui nous propose une série enlevée qui fait passer un véritable vent de fraîcheur en cet été 2024 qui démarre à peine. C'est d'ailleurs en mai 68 que commence ce récit, par une image du terrain de rugby investi par les tantes et les habitants des 2 villages de Castelnau et La Roque-sur-Garonne, 2 patelins réunis par un pont et un amour du rugby qui les fait s'affronter parfois le dimanche matin. Mais rapidement, le récit nous propose de faire un petit bond dans le temps pour remonter la chronologie d'une année et découvrir comment on en est arrivé à cette situation, comment cette France de mai 68 a réussi à arriver jusque dans ce petit village du sud de la France. Pour mieux nous immerger dans le contexte des années 67 et 68, c'est par une scène de liesse populaire que nous entraîne l'histoire, celle qui va rassembler les habitants des 2 villages autour de la victoire de Montauban dans le championnat de France de rugby. Vrai souvenir d'enfance chez Jean-Louis Tripp, souvenir qui a enfanté le récit en quelque sorte, l'histoire s'accompagne d'éléments de contexte internationaux qui viennent débuter chaque chapitre, chacun d'entre eux reprenant la chronologie d'un mois de l'année 1967. Il est temps de découvrir celle qui donne son nom à ce premier tome et celle qui sera le personnage central de cet ouvrage, Yveline Talérac, jolie brune de 18 ans, qui prépare activement le bac avant d'envisager de continuer ses études dans la capitale parisienne. Fille de la campagne, elle est aussi à l'aise avec sa meilleure amie Monique, dont le père est un notable du village, qu'avec son petit copain Pascal et les habitants, incarnant ainsi cette ruralité moderne qui est le trait d'union entre la ville et la campagne.
Monique sera d'ailleurs l'autre jeune femme importante de cette saga, le second tome lui sera d'ailleurs consacré, d'autant que la fin de la première partie nous fait comprendre que ce sera un personnage important de cette histoire en lien avec les évolutions que la société va connaître. En attendant, elle est aussi pleine d'ambition, hormis celle de reprendre la briqueterie aux grandes dames de son père. Elle se destine à être professeure de sport, doit partir à Béthune bientôt dans le Nord et va profiter de l'été pour y faire les centres aérés. C'est là qu'elle va rencontrer l'instituteur du village, un beau jeune homme qui se prénomme Eric et qui ne cache pas ses sympathies pour le Parti communiste, incarnant au quotidien les valeurs d'entraide et de partage auxquelles il croit fermement. Vous aurez compris qu'à travers cette galerie de personnages qui vont interagir les uns avec les autres, sur fond d'amour pour le rugby, qui est le sport très ancré localement, on va observer cette France qui évolue sous l'impulsion d'une jeunesse qui a soif d'émancipation par rapport à la génération précédente. Avec beaucoup d'intelligence et de justesse, le duo Trip-Mermillot nous entraîne dans cette société qui a soif de changement, même si elle est encore très attachée à cette terre et à ces territoires qui les ont vus grandir. Pour mettre tout cela en dessin, c'est Horn qui est au crayon, son trait généreux, son découpage, les personnages qu'il nous propose et les petits détails sur le contexte de l'époque qu'il parsème ici et là sont autant d'éléments qui nous font passer un très bon moment de lecture. Lumineuses sans être criardes, les belles couleurs de Delphes finissent de mettre en avant ce superbe dessin qui participe grandement au plaisir de parcourir cet ouvrage, un premier tome qui offre une véritable joie communicative, chose qui fait du bien en cette période un peu plombante. Que ce soit Sylvain Vénère qui propose en toute fin d'album un petit dossier permettant de replacer l'événement dans son contexte général, ou les couleurs de Jérôme Maffre sur la couverture, on comprend aussi que ce titre est un album choral où chacun a pris plaisir à venir y mettre sa patte pour en arriver à ce superbe résultat. Prenant place au sein de la collection Air Libre des éditions Dupuis, ce premier tome, qui fait 136 pages, est une très belle entrée en matière pour une courte série dont j'ai maintenant grande impatience de tenir la suite entre les mains, tant je me suis régalé dans ce premier épisode. Deuxième partie de ce podcast dans laquelle je vous propose de découvrir plus brièvement 6 albums sortis ces dernières semaines en librairie. Démarrons cette revue des sorties par un titre où la noirceur côtoie la lumière, à l'image de cette couverture où l'ombre d'un vieux chasseur de primes, avachi sur sa monture, se découpe sur un coucher de soleil. Pour être métaphorique, elle est cette couverture, ce vieux chasseur de primes n'est autre que Pastorius Grant, lui qui donne son nom au nouvel album de Marion Moose, qui nous entraîne dans les grands espaces américains. Pour autant, en resserrant ses cadres et en centrant l'action sur les personnages et non pas sur la nature elle-même, il nous amène à ne pas détourner notre attention de celui qui va être au centre du récit. Toussant à s'en déchirer les poumons et ne tenant plus très droit sur son cheval, on devine d'entrée que le Pastorius Grant en question n'est plus au top de sa forme, lui dont on comprend qu'il dut être un grand chasseur de primes, redoutable du temps de sa splendeur. Pour autant, il compte bien mener à terme ce qui ressemble à sa dernière mission, remettre entre les mains du shérif un certain Big Hand, homme sur lequel sont aussi 2 chasseurs de primes mexicains qui vont tenter de le ravir à Grant. Pour mal faire, nos 4 hommes sont en train de circuler en plein territoire indien, un territoire que chacun pense vide de tous les Cherokees que l'on est certain, à tort, d'avoir exterminés par le passé. Voilà ainsi posés tous les ingrédients de ce huis clos que les cases enferment, un album qui avance par petites touches où le lecteur est suspendu au souffle de vie de Pastorius Grant qui semble de plus en plus ténu au fur et à mesure des pages que l'on tourne. Mais avec beaucoup de subtilité et d'intelligence, Marion Moose fait entrer de la complexité chez les personnages. Ici, il n'y a pas plus de bon que de mauvais, sinon cette petite fille qui suit notre héros à la trace pour lui demander d'accomplir une dernière mission. Comme je le disais d'entrée, entre l'ombre et la lumière, la froideur et la candeur, la contemplation et la violence, ce western original se démarque par une narration originale et un dessin surprenant qui esquisse les personnages pour les garder énigmatiques.
Avec un style très pictural, où la couleur a toute sa place, il nous entraîne dans les 116 pages de cet album où le lecteur est comme suspendu à ces petites variations qui évoluent d'une case à l'autre. Édité chez Dargaud et sorti le 24 mai dernier en librairie, Pastorius Grant est vraiment un album qui fait preuve d'une grande originalité sur la thématique du western, un titre vraiment captivant que j'ai pris grand plaisir à parcourir. Alors que vient tout juste de se terminer le tournoi de tennis de Roland-Garros, c'est le bon moment pour découvrir le destin de Marguerite Brockedies, l'héroïne qui donne son nom à l'album suivant. L'histoire nous entraîne aux Jeux Olympiques de 1912 à Amsterdam, cette Olympiade où sur les 112 athlètes français qui composent la délégation tricolore, n'est présente qu'une seule femme au moment de pénétrer dans le stade où sont réunis 35 000 spectateurs. Elle, c'est donc Marguerite Brockedies, la jeune fille du début de l'ouvrage devenue une femme qui va inscrire son nom à la postérité en devenant la première médaillée olympique française. Mais revenons un peu en arrière car le scénario de Paul Carsenac, limpide et très facile à suivre, nous offre de découvrir ce destin de l'âge de 7 ans en 1902 jusqu'aux Jeux Olympiques où elle va briller en 1912. Toute jeune déjà, Marguerite a quelque chose de particulier une fois qu'elle tient une raquette entre les mains, et son père, qui est aussi son entraîneur, a bien compris qu'il tient là un diamant brut qui ne demande qu'à être poli. Toute sa jeunesse, il va l'entraîner sans relâche, faisant de Marguerite Brockedies une des joueuses les plus talentueuses de sa génération, alors qu'elle n'a pas encore atteint sa majorité. Mais voilà, si Marguerite a du talent, à cette époque, les compétitions féminines n'intéressent quasiment personne, et surtout pas la presse sportive parisienne qui, dans le sillage d'un Pierre de Coubertin, ne montre de l'intérêt que pour le sport masculin. Au siège du journal La Vie au Grand Air, l'ancêtre de l'équipe, le jeune Jules, qui vient d'intégrer la rédaction, subit un bizutage en allant couvrir le tournoi de tennis féminin de Dieppe où il va faire sa première rencontre avec Marguerite Brockedies. Appliqué et scolaire, il est surtout préoccupé par l'écriture de son article, qui n'intéresse en réalité personne à la rédaction, oubliant par là même de se concentrer sur le jeu de cette championne en herbe, au style si gracieux et à la personnalité singulière. La grâce de la tenniswoman est d'ailleurs parfaitement bien retranscrite dans le dessin de Fabien Rontex, dont j'aime toujours autant ce trait si fluide et cette capacité qu'il a à retranscrire le mouvement dans le sport, une simplicité du trait que j'avais déjà particulièrement appréciée dans son triptyque consacré à Bernard Hinault. L'association de ce scénario bien ficelé et de ce dessin si dynamique fait un excellent mélange pour permettre alors de passer un très bon moment de lecture dans les 64 pages de cet album sorti le 29 mai dernier. En plus d'y découvrir le destin de cette championne, remis sur le devant de la scène à l'approche des Jeux Olympiques de Paris, on découvre aussi une forte personnalité qui l'amènera à raccourcir son encombrante robe ou encore à monter sur le podium olympique en pantalon. Quand le combat des femmes pour un peu plus de liberté rejoint le talent d'une grande joueuse de tennis, cela donne un très bel album que j'ai pris grand plaisir à parcourir et que je vous recommande chaudement, un titre que publient les éditions des Ronds dans l'eau. Mou, voilà un titre bien singulier pour un album qui l'est tout autant, un titre que signe Benoît Féroumont qui nous entraîne à la lisière de l'érotique et de l'humour tout en se voulant résolument féministe dans son propos. C'est qu'ici, il va être question du plaisir féminin et au service du plaisir de ces dames, on va retrouver un certain Charles dont on n'imagine pas une seule seconde en le découvrant qu'il va être capable de cette prouesse. Mais reprenons depuis le début, car cette bande dessinée est pour le moins déstabilisante. Dès la première page, nous voyons une créature, sorte de pieuvre, qui se déplace dans les canalisations, rejoindre une femme dans le lit conjugal pour donner du plaisir à madame, pendant que monsieur dort à côté. Réveillé par le bruit d'extase que fait sa moitié, il décide d'appeler la police pendant que cette dernière lui suggère de prendre exemple sur cette drôle de créature qui a su lui donner du plaisir, chose qui ne lui était plus arrivée depuis des années. Page suivante, on découvre Charles, livreur à vélo que sa mère humilie au téléphone, pendant que lui se débat avec la pluie, la pizza qu'il doit livrer à temps et un chauffard qui vient de le renverser.
On comprend que Charles est le genre de type qui subit les événements, un peu gauche et un peu mou, il finit par se réfugier dans un restaurant après une énième mésaventure, mais là enfin, sa soirée va prendre un tout autre tour. Car c'est là qu'entre Paola, jolie rousse qui travaille à l'agence spatiale européenne, le genre de femme qui aime les hommes sans défense qu'il faut un peu protéger, ça tombe bien, car Charles entre parfaitement dans cette catégorie. Le jeune homme va avoir droit à sa nuit torride avec la belle, enfin s'il arrive à assurer, mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'en pénétrant dans l'appartement, son destin comme son apparence vont s'en trouver complètement changés pour le plus grand plaisir de ces dames. Si j'avais envie de vous parler de cet album, j'avais aussi envie de ne pas trop vous en dire, vous laissant le plaisir de vous plonger dans ce titre vraiment décalé qui met en scène une drôle de créature à la dimension érotique unique. Si le dessin de Benoît Féroumont met en scène les corps et sera déconseillé à un jeune public, il est surtout très agréable à l'œil avec des couleurs douces et ses personnages bien campés comme le mollasson Charles qui va connaître un drôle de destin. Devenu fantasme de toute la ville, l'album, derrière un humour léger et parfaitement bien dosé, dit quelque chose des relations entre les hommes et les femmes, interroge le mythe de la virilité et parle franchement du plaisir au féminin. Avec beaucoup d'intelligence et de malice, l'auteur de la série Le Royaume nous entraîne ici dans un univers qui flirte avec le fantasme, faisant passer au lecteur un très bon moment dans un album qui ne manque pas de caractère. Mou fait partie de ces bonnes surprises sur lesquelles on tombe parfois, un album à nul autre pareil, paru aux éditions Dupuis, un ouvrage qui prouve que l'on peut mettre en scène la sexualité avec originalité et intelligence dans un titre que je recommande plus que chaudement. C'est maintenant dans l'univers de l'auteur Eric Stallner que je vous entraîne à travers un nouvel album où il fait se rencontrer deux de ses histoires récentes pour n'en former plus qu'une. D'un côté, Bertille et Bertille, album que je vous avais présenté, où un commissaire de police du nom de Bertille rencontrait une jeune femme prénommée Bertille, le tout sur fond de mystère avec une affaire de boule rouge qui arrivait sur Terre. De l'autre, Jonathan Lassiter, que l'on découvrait dans l'album 13h17 dans la vie de Jonathan Lassiter, l'histoire d'un jeune homme qui venait de tout perdre et qui en une seule nuit allait faire fortune après avoir rencontré un certain Édouard. Bertille et Lassiter, le nouveau venu en librairie, nous propose donc un scénario où les deux univers vont se rencontrer et c'est dans un train qui vient de partir de Paris-Montparnasse que l'histoire va démarrer. D'un côté, le couple Bertille qui rentre de voyage de noces et de l'autre, Lassiter qui est venu se réfugier en France pour tenter d'échapper aux hommes de main de Max, lui qu'a dépouillé Édouard avant qu'il ne donne l'argent à Lassiter. En entrant dans le compartiment du couple Bertille, Lassiter va aussi faire une entrée fracassante dans leur vie et trouver à leur contact une protection et un havre de paix qui lui seront plus que bienvenus. Mais en attendant de couler des jours plus paisibles, le commissaire Bertille, qui a pris sa retraite, compte bien se remettre en ordre de marche pour mettre hors d'état de nuire ceux qui en veulent à Lassiter et son magot. Si la première partie de l'album permet de reposer le contexte et les enjeux, permettant aussi au lecteur qui n'a pas lu les deux albums précédents de comprendre cette nouvelle histoire, la seconde s'avère beaucoup plus musclée et intense. C'est que le couple Bertille vit sur une petite île au large de la Bretagne, coupée du monde, un endroit sur lequel vient mettre les pieds Max et ses hommes, pour leur plus grand malheur, ce qu'ils découvrent à leur corps défendant. C'est que dans le jardin de la grande propriété isolée se trouve la fameuse boule rouge, présence surnaturelle, quasi vivante, qui sera d'un grand secours pour les hôtes de la demeure au moment où l'action va se corser. Comme sur Bertille et Bertille, c'est dans un très beau noir et blanc qu'Eric Stallner déploie cette nouvelle aventure qui tient sur 96 pages et qui s'avère vraiment passionnante à suivre. En plus de son dessin semi-réaliste, rehaussé par le rouge, qui ne fait pas l'impasse sur les détails, son découpage et son sens aigu du cadrage permettent de rendre le tout dynamique et vraiment agréable à parcourir. Comme pour ces deux albums précédents, ce sont les éditions Grand Angle qui publient cette nouvelle bande dessinée, un titre sorti le 29 mai dernier en librairie, que j'ai vraiment pris grand plaisir à découvrir. Dans l'album suivant, il est question d'un voyage, d'un véritable road trip, qui nous entraîne entre la Bretagne et l'Iran, entre la ville de Plouay-sur-Rance et Téhéran,
qui fait naître un mot valise, titre de cet ouvrage baptisé Plouéran. Ce voyage, on va le faire en compagnie d'Isabelle Del Real, autrice de ce titre original, qui propose un véritable dépaysement, voyage qu'elle a fait en 2021 alors que le monde sortait tout juste d'un double confinement. C'est peut-être d'ailleurs cet événement qui a provoqué chez Isabelle cette envie aussi soudaine qu'irrépressible de découvrir le monde, elle qui était alors en train de préparer l'examen du barreau pour devenir avocate. Reste à trouver où partir et comment. Finalement, ce sera cap vers l'Est, non sans être passé par le Sud avec l'Espagne en point de mire, pays d'où est originaire son père et une partie de sa famille. Quant au trajet, il se fera à vélo. Voilà donc la folle épopée qui attend le lecteur dans ce superbe album, une odyssée qui le fera passer par l'Espagne donc, mais aussi l'Italie, la Slovénie, la Grèce, la Turquie, la Géorgie ou encore l'Albanie. Avec un vélo bricolé par ses soins, une tente, quelques affaires de rechange et surtout beaucoup d'enthousiasme, Isabelle se met en route assez rapidement, non sans avoir dit au revoir à ses parents qui ne croient pas beaucoup en cette aventure au début. Mais voilà, très rapidement aussi, on découvre qu'elle se sent vraiment bien seule avec son vélo, que les nuits qu'elle passe dans les forêts ou en montagne ne lui font pas peur du tout, sauf quand son cerveau prend le relais et fait naître en elle quelques angoisses. Cet itinérant sur les routes d'Europe et bientôt d'Asie est aussi l'occasion de faire quelques belles rencontres, que ce soit avec les habitants qui font souvent preuve de gentillesse et de bienveillance, ou avec d'autres cyclistes en quête d'aventure qui deviendront bientôt des amis. Car comme souvent, plus que le but à atteindre, ici Isabelle nous rappelle que tout l'intérêt de ce genre d'aventure se loge surtout dans le chemin parcouru et dans toutes ces rencontres et ces moments de grâce que l'on va vivre durant le voyage. Que ce soit les bons moments qu'elle va passer avec son ami Sebastiano à Venise, ou encore la découverte de la belle Istanbul qu'elle fera avec ses amis cyclistes, l'album est truffé d'instants de grâce et de poésie qu'Isabelle Del Real sait parfaitement bien retranscrire. Tout l'intérêt de l'ouvrage repose d'ailleurs sur cette qualité que l'autrice possède pour faire partager ce périple d'une façon simple et directe, donnant au lecteur l'impression d'avoir fait ce voyage avec elle, posé sur son porte-bagages. Chapitrée dans un très beau noir et blanc, Isabelle Del Real utilise un dessin simple et expressif pour nous raconter cette errance. Nous sommes embarqués dans cette bande dessinée qui est autant un livre de voyage qu'un récit initiatique. Sorti le 5 juin dernier aux éditions Delcourt dans la collection Ancrage, Plouéran fait partie de ces belles découvertes que j'ai pu faire récemment, un titre captivant qui devient à la lecture une vraie incitation au voyage et au dépassement de soi. Comme toutes les 2 semaines, je conclus cet épisode en mettant en lumière un ouvrage spécial, la réédition dans un format poche, pratique à emmener cet été à la plage, de plusieurs ouvrages chez Casterman, dont Paulina de Bastien Vives. Comme tous les ans à cette époque de l'année, Casterman met dans son sillage de plus en plus d'éditeurs comme Dargaud ou encore Sarbacane ont décidé de ressortir au format poche certains de leurs classiques du fond de catalogue. 6 albums retrouvent les rayonnages des librairies depuis la fin du mois de mai, avec entre autres Blankets de Craig Thompson, Joséphine Baker du duo Catel et Bokeh, ou encore Le piano oriental de Zeina Abirached. Pour ma part, j'ai décidé de jeter mon dévolu sur Paulina, album qui a permis de mettre en lumière Bastien Vives à une époque où l'auteur faisait encore l'unanimité chez les amateurs de 9e art. Il faut dire qu'il y a dans cet album tous les ingrédients d'une grande bande dessinée, une histoire captivante, des sentiments qui affleurent au fil de la lecture, et un dessin à nul autre pareil, que l'on aime ou que l'on déteste, qui est devenu la marque de fabrique de cet auteur. Sans que l'on s'attarde trop sur cet élément de l'histoire, nous sommes alors en Russie où nous allons suivre une jeune danseuse qui s'appelle Paulina Olinov, demoiselle que l'on découvre alors qu'elle a 6 ans et qu'elle passe une audition pour intégrer la prestigieuse école où officie le professeur Boginski. Massif, exigeant et traînant derrière lui la réputation de décourager toutes celles qui n'ont pas l'étoffe pour devenir danseuses, il va de suite repérer en Paulina une étoile en devenir, ce qui fait qu'il va s'occuper d'elle plus que les autres, lui proposant même de danser en solitaire l'une de ses compositions. C'est l'évolution de cette relation entre la future championne et son mentor que raconte cet ouvrage, une relation qui se distend quand arrive l'âge de l'adolescence, celle des amours et d'une certaine insouciance à laquelle on aspire alors que l'on fréquente un univers très exigeant.
À la fois loupe portée sur une relation privilégiée et sur le quotidien d'une adolescente plongée dans un univers particulier, Paulina fut, à son époque, récompensée par le prix de la critique ACBD et adaptée au cinéma en 2016. Le trait virevoltant et tout en courbe de Bastien Vives se marie d'ailleurs excellemment bien avec cette histoire où l'on va suivre la destinée d'une danseuse de sa prime jeunesse jusqu'à sa consécration. Cet album au format poche, que l'on pourra prendre avec soi à la plage, permet, moyennant 12 €, de redécouvrir ce qui est devenu un classique de la bande dessinée européenne, un album que les éditions Casterman n'ont pas hésité à remettre sur le devant de la scène. Ainsi se termine ce 177e épisode de votre podcast Le Buller, un épisode consacré dans sa première partie à Yveline, premier tome sur 3 de la série Les Vents Ovales, que l'on doit au scénario conjoint de Jean-Louis Tripp et Aude Mermillot, au dessin d'Orne, et c'est édité chez Dupuis dans la collection Air Libre. J'ai comme toujours pris plaisir à vous préparer et à vous présenter cet épisode, j'en profite pour remercier au passage les différentes maisons d'édition qui m'aident grandement dans cette tâche. Pour que puisse continuer d'exister ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note sur les plateformes de podcast ou encore à en parler autour de vous pour le faire connaître. Le Buller en images, c'est sur Instagram que ça se passe, sur le compte lebuller.podcast. Vous y retrouverez la présentation des 7 albums évoqués aujourd'hui, mais aussi d'autres titres sortis récemment en librairie. C'est aussi le lieu idéal pour me contacter et interagir avec moi, et en attendant de vous retrouver le lundi 24 juin, je vous souhaite de très bonnes semaines, mais aussi de très bonnes lectures.